Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Bien bonjour à tous, Nasuba reprend ses droits sur les ondes de la régionale de Royal TB. Vous suivez Radio Paracoto juste après les communiqués en langue Batonou avec Dominique Akbo. Nous nous installons, nous c'est bien sûr Herman Agbotonou à la diffusion YouTube de cette émission. Didier Aena à la partie technique. Retrouvez d'un instant à l'autre Colombe Amadi qui vous présente le condensé de l'actualité. Moi, c'est bien sûr Aziz Alagwe. Je serai avec vous jusqu'à pile 8h. Vous écoutez Radio Paraco. Dans un instant, le journal. Le journal. Dans un instant, le journal. Le journal. Le journal. Informateur. Colombe Amadi. Bonjour madame, monsieur, bienvenue à cette session de l'information Infomatin. Nous sommes mercredi 6 mai 2020. Au sommaire, la campagne électorale bat son plein dans plusieurs communes du pays. Les critères de choix des candidats par les populations et appréciation du mode de campagne essentiellement médiatique. Les avis divergent selon les citoyens. Et puis, en interactualité, Guillaume Soro, toujours dans le collimateur du pouvoir judiciaire. Même après sa condamnation, des kalachnikovs et des roquettes et beaucoup de munitions sont retrouvées dans la lagune de la station balnéaire d'Assini. Bonjour à tous. Le 17 mai prochain, les citoyens béninois vont élire les conseils communaux et municipaux, ceux-là qui sont appelés à les représenter dans les prochaines sessions communales pour les questions liées au développement local. Sur quel élément d'appréciation la population pourrait se baser pour choisir le candidat à ces élections de proximité? Élément de réponse dans ce reportage de Vitis Aroré. La campagne électorale, essentiellement médiatique, offre l'occasion aux candidats de s'adresser à leurs électeurs en vue de les convaincre de la pertinence de leur projet de société. Les électeurs doivent faire preuve d'une écoute attentive de ces messages. Selon Franck Keneve, expert en communication et en décentralisation, cette écoute est déterminante dans le choix électoral. Je pense que l'élection du 17 mai, à mon avis, est même plus importante que l'élection présidentielle. Parce qu'on va choisir ceux qui vont être les acteurs du développement de nos territoires, de nos communes. Et c'est du développement de nos territoires que le Bénin sera développé. Donc, il faut vraiment écouter les projets de ville, il faut écouter les propositions des uns et des autres. Il y a deux choses, à mon avis, qui sont importantes. Qui vous parle, qui est candidat et qu'est-ce que le candidat propose. Pour l'expert, l'enjeu doit être le développement local. Il prodigue des conseils aux candidats. Franck Keneve. Il faut travailler à ce que ces élections puissent propulser des citoyens qui sont engagés dans le développement. Vous savez, être maire, il faut vraiment y mettre du temps, de l'énergie. Mais quand vous le faites, vous êtes récompensé. Pour être élu,
local, mais c'est difficile parce que c'est un pouvoir de proximité. Vous êtes nez à nez avec les citoyens que vous dirigez. Ils sont exigeants et vous devez donner le meilleur de vous-même. Mais quand vous y arrivez, c'est vraiment extraordinaire. Donc il faut travailler à ce que nous ayons à l'issue de ces élections des citoyens engagés, disponibles pour leur commune, pour leur collectivité territoriale. Le développement à la base exige une participation citoyenne. Élus communaux ou municipaux et administrés doivent former un tandem au service de leur territoire. La campagne actuelle en est donc une selon les populations. Elles apprécient diversement le déroulement de la campagne pour les communales actuellement en cours. Les critères déterminants de choix le jour du scrutin varient également d'un individu à un autre. Quelques citoyens se prononcent au micro de Alexandra Djotan et Grace Lissava. On dit situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les caravanes sont interdites, les regroupements aussi sont interdits et que la campagne doit se faire de façon médiatique et qu'on peut coller des logos et associer aussi des crieurs publics avec les mégaphones en main pour faire passer le message, pour que chaque candidat puisse faire passer son message. Tu n'as pas l'information dans le quartier que tel est candidat. Et c'est seulement à travers les médias. Je trouve que ça ne suffit pas. Bien avant la campagne, les partis politiques existaient. Donc chacun peut-être a déjà de penchant pour son candidat ou bien pour tel parti, pour son parti. Moi, j'apprécie beaucoup cette manière qui a été choisie de faire la campagne cette fois-ci. À cause de la pandémie, on aura le temps de connaître le plan de campagne de tout un chacun, de chaque candidat. Je dirais que c'est par rapport à ce que chaque candidat prévoit faire pour le futur, pour la jeunesse, ce qu'il apportera à son milieu. C'est cela qui déterminera réellement le choix de tout un chacun, en tout cas par rapport à moi. Les états-majors des partis politiques multiplient donc les stratégies pour atteindre toutes les couches de la société. Un constat fait par Samira Chabimane, c'est dans la commune d'Aplaoui. À Azovert, ce sont surtout les carrefours qui accueillent les posters de différentes tailles des candidats de la commune d'Aplaoui. Le parti Bloc républicain, en dehors des radios et télévisions, a mis au point d'autres stratégies de communication. Edem Guillaume Sodegla, membre. Et nous avons pour cela privilégié en quelque sorte les forums, les réseaux sociaux. Nous avons privilégié les radios locales qui sont à notre portée. Nous sommes en train de passer les messages dans toutes les langues pour que la population puisse comprendre. Nous avons aussi privilégié un aspect qui est très très capital pour nous, les porte-à-porte, tout en sensibilisant la population. Parce que quand nous allons dans un ménage, la première des choses qu'on fait, c'est de sensibiliser la population par rapport aux gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. Malgré le Covid-19, les membres de l'Union progressiste de la commune d'Aplaoui restent confiants quant à l'issue de cette élection. Apollinaire Taudan. C'est une situation qui nous avait inquiétés au départ, mais au regard des dispositions pratiques actuelles sur le terrain, nous réalisons que ça n'a pas assez d'effet sur l'organisation de la campagne. En un sens que la campagne n'a pas démarré aujourd'hui. La population savait déjà qu'en 2020, on aura les communales. Étant donné que c'est des saisons de proximité, les affiches font déjà le gros boulot. L'effort que nous faisons actuellement, c'est de traduire tous nos messages initialement en français, en langue locale, pour que les gens puissent prendre en compte ce que nous sommes en train de dire et de comprendre. Les forces corrigent pour un Bénin émergent FCBE. Le parti du renouveau démocratique de maître Adrien Humbedji marque également leur présence à travers quelques affiches. Seule l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de Claudine Prudencio manque à cette fête dans la commune d'Aplaoui. Cette édition se poursuit. Le gouvernement du Bénin, dans cette crise mondiale de Covid-19, a pris plusieurs mesures d'accompagnement social. Quelle appréciation de ces dispositions sociales au Bénin? Boniface Biaou et Roubetou Titi ont donné la parole au président de l'Association des consommateurs. C'est un reportage présenté par Abdoulaye Moumouni Yakoubou.
Le gouvernement du Bénin a pris des dispositions sociales pour aider le peuple à traverser cette crise de Covid-19 qui secoue le monde. Robin Akrombessi, président de l'Association béninoise des consommateurs du Bénin, salue l'effort du gouvernement. Face à la maladie à coronavirus, notre État, dans l'embrasure de ses capacités financières, a pu dégoter une dizaine de milliards. D'abord, c'était 7 milliards qui avaient été annoncés. Après, le gouvernement est passé à 10 et cela démontre quand même qu'il y a eu une certaine volonté de vouloir agir à travers une certaine forme de prophylaxie, éviter les conséquences sociales imparables. Lorsque vous comparez les mesures sociales prises au Bénin par rapport à celles des pays voisins, vous vous rendez compte que l'adage qui dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, c'est vrai. Quand vous prenez les pays comme le Togo, c'est 400 milliards qui ont été débloqués. Au Sénégal, c'est 1000 milliards. Toutefois, le président des consommateurs du Bénin invite le gouvernement à essayer de faire encore un peu plus. Au niveau de l'électricité et de l'eau, nous aurions bien souhaité que le gouvernement puisse prendre en charge pour les ménages vulnérables pendant ne serait-ce qu'une période de 3 à 4 mois. Déjà, on permet aux gens de payer par tempérament, mais attention, les conséquences plus tard, c'est que l'accumulation des factures d'électricité et d'eau ne devrait pas constituer une autre source de menace. Il faut aussi souligner que, parlant des vivres, nous aurions bien souhaité voir notre État se mobiliser dans ce sens, parce que lorsque les enfants sont à la maison, eh bien la consommation augmente. Et donc ce confinement relatif est en train de coûter un peu pour les citoyens consommateurs que nous sommes. Robin Akrombessi demande enfin à chaque citoyen, à travers son comportement, de constituer une barrière à cette pandémie. La communauté mondiale a célébré hier 5 mai la journée de l'hygiène des mains. Elle a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé en 2009 pour sensibiliser les professionnels de la santé et le grand public sur l'importance de ce comportement vital dans les lieux de soins. Une descente dans un centre de santé de Parakou montre bien la pertinence de cette journée dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19. Afilalou Tchaledji. Les mains sont une voie d'accès privilégiée des virus et des bactéries à l'organisme humain. Elles sont en contact avec de nombreuses surfaces infectées. Des précautions s'imposent alors à l'entrée ou à la sortie des centres de santé. Joseph Dossou, assistant d'hygiène et assainissement au centre de santé communal de Parakou. Les patients, en venant ici, se soignent et en retour qu'ils soient sains et saufs pour rentrer chez eux. On ne sait jamais, ils peuvent toucher les murs, quoi que ce soit. C'est pourquoi on leur parle de se laver les mains à l'eau savon pour ne pas contracter des maladies ici. Les actions pour la prévention du Covid-19 sont plus concentrées en ce jour sur la sensibilisation au lavage des mains. Toutes les femmes qui viennent pour la consultation ou la vaccination de leurs enfants, nous les sensibilisons systématiquement pour le lavage des mains. Avant de manger, avant de préparer, avant de faire quoi que ce soit, c'est une grande barrière entre les êtres et les virus et autres. Les usagers sont conscients de l'importance du geste. C'est la première des choses que j'ai fait avant d'aller m'adresser à la maternelle. C'est volontairement, nous-mêmes, on a fait ça. Parce qu'on a vu l'eau déposée avec savon. Pour lutter contre la maladie, il faut toutefois se laver les mains. C'est pour notre hygiène et pour la préservation de notre santé. Le geste paraît simple, mais encore faut-il le faire correctement pour plus d'efficacité. Joseph Dossou. On peut se mouiller les mains avec de l'eau simple d'abord, avant de prendre le savon et de se laver correctement les mains, les ongles, tout, avant de prendre de l'eau simple et de se rincer les mains correctement. Toutes les fois, si vous allez quelque part et vous trouvez les poches d'eau de lavage des mains, lavez de cette manière vos mains et ce sera toujours propre. Le thème retenu cette année pour la journée mondiale de l'hygiène des mains est « Infirmiers et sages-femmes, les soins propres et sûrs, c'est entre vos mains ».
Madame, Monsieur, débutons par la Côte d'Ivoire. Une semaine après la condamnation de Guillaume Soro à 20 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Abidjan, le procureur Richard Adou a tenu à faire le point hier mardi devant la presse sur les affaires toujours en cours qui le concernent. Le GPS, Génération et Peuple Solidaire, le mouvement politique de Guillaume Soro est désormais dans le collimateur du procureur. Selon le procureur, les investigations de ces derniers mois ont permis de retrouver dans la lagune de la station balnéaire d'Assini 50 Kalachnikov, 12 lance-roquettes, 4 fusils mitrailleurs et des munitions cachées là par les présumés insurgés. Ces armes seraient arrivées là à bord de 4 voitures appartenant à un certain Zébré Soleiman, aujourd'hui en fuite et après avoir été stockées au siège du mouvement politique de Guillaume Soro. Au Togo, le commandant du 1er bataillon d'intervention rapide BIR a été retrouvé mort dans son bureau lundi dernier. Le décès du colonel Bitala Madjulba, officier, intervient au lendemain de l'investiture de Fort Yassingbe pour un nouveau mandat de 5 ans, le 4e après l'élection présidentielle du 22 février qui continue d'être contestée par son challenger Gabriel Agbeyome Kodjo. Le colonel Bitala Madjulba a été retrouvé mort dans une mare de sang dans son bureau lundi matin. L'officier supérieur qui commandait le 1er bataillon d'intervention rapide de la première région militaire depuis la refondation de l'armée en 2014 a été vu en public pour la dernière fois dimanche à la cérémonie d'investiture du président de la République. Il ne présentait aucun signe de stress ni d'inquiétude, nous a confié un de ses collègues, officier supérieur à l'état-major général des armées. Alors que les pays riches réunis au sein du G20 ont approuvé un moratoire d'1 an sur les dettes des pays pauvres de la planète, dont 44 se situent en Afrique, les grandes banques privées réunies au sein de l'Institut de la Finance Internationale, IIF, expriment leurs doutes et posent des conditions. La dette privée est en effet, à leurs yeux, plus compliquée à geler que les dettes publiques des grands créanciers internationaux. Les banques privées réclament donc des garanties. L'Institut de la Finance Internationale est un lobby regroupant 450 des plus grandes banques mondiales. Alors que les pays pauvres sont à genoux, il ne veut pas apparaître comme le mauvais garçon de l'histoire et salue la volonté d'aider les pays pauvres. Pourtant, il prévient que le moratoire d'1 an sur leurs dettes ne sera pas facile à mettre en œuvre en ce qui concerne les créanciers privés. Ces informations à l'international viennent mettre fin au journal, mais l'essentiel en titre, Madame, Monsieur. La campagne électorale bat son plein dans plusieurs communes du pays. Les critères de choix des candidats par les populations et l'appréciation du mode de campagne essentiellement médiatique. Vous avez suivi à cet effet les avis divergents des citoyens. En interactualité, il a été question de Guillaume Soro, qui est toujours dans le collimateur du pouvoir judiciaire ivoirien, même après sa condamnation. Des Kalachnikov et des roquettes et beaucoup de munitions sont retrouvées dans la lagune de la station balnéaire d'Assini. La partie technique de ce journal a été assurée par Didier Aïna. Mesdames, Messieurs, sublime journée à chacun et à tous. Sublime journée également à vous, Colomba Amadié. Merci pour ce condensé de l'actualité. Elle sera encore plus sublime avec les prévisions astrologiques. Je sais que vous les attendiez, mesdames et messieurs. Claudia Adandé nous propose l'horoscope. Radio Paraco. Horoscope. Horoscope, c'est avec Claudia Adandé. Ça fait plaisir de vous retrouver, amis auditeurs. C'est le conseil des astres. Bélier,
Recentrez-vous sur vos fondamentaux affectifs au cours de cette journée. Le temps n'est pas à la légèreté. Prenez de la confiance en vous d'abord. Faites évaluer votre approche. Taureau, n'écoutez que vos intuitions et ne vous laissez pas déstabiliser par l'apitoiement de vos concurrents. Les affaires sont les affaires et les considérations personnelles doivent rester à la maison. Gémeaux, un profond besoin d'action vous pousse à prendre des décisions immédiates. Soyez objectif dans vos choix. Cancer du signe, le soleil est au beau fixe sur votre sphère professionnelle. Alors, misez sur des projets qui vous séduisent aujourd'hui plus que jamais. Ceux-ci sont vecteurs de chance. Lion, bonjour. Un peu de vigilance ne vous fera pas de mal. Faire plaisir sans vous démunir. Pensez aux éventuelles dépenses imprévues. Vierge, acceptez cette journée comme une expérience enrichissante durant laquelle vous vous connaîtrez davantage. Approchez chaque situation avec passion et force de manière à imprimer votre marque. Balance, votre besoin de sécurité freine l'expression de vos capacités. Restez vous-même ne vous empêche pas d'évoluer. Votre prévoyance vous permet de résoudre un problème car vous ne comptez que sur vous. Aujourd'hui, Scorpion, vous êtes bien déterminé à remporter la mise. Pour ce faire, c'est avec calme et perspicacité que vous avancez vos pignons doucement mais sûrement. Si vous êtes du signe Sagittaire, amis auditeurs, c'est une journée qui pourrait faciliter un démarrage de remise en question de votre vie conjugale. Allez-y tout doux, ne dramatisez rien, ne changez pas tout. Il y a forcément des choses qui fonctionnent, à vous de les amplifier. Bonjour Capricorne, vous avez un fort caractère et votre entourage le sait très bien. En modifiant quelque peu vos humeurs, vous gagnerez en sympathie. Vous attirerez plus facilement les gens vers vous et surtout, vous serez épanoui. Votre esprit sera délivré. Si des facilités vous donnent l'occasion d'investir un Verseau, de placer ou de faire des bénéfices, vous devez choisir la bonne occasion pour le faire. Demandez de l'aide à vos proches. Poisson, ne remémorez pas des instants qui vous semblent peu flatteurs, voire désagréables. Tournez la page une bonne fois pour toutes, personne ne pourra vous en tenir rigueur. De plus, vous vous sentirez nettement mieux. C'est le conseil des astres. Merci d'avoir été là. À demain, si Dieu le veut. Ainsi soit-il, Claudia, Inch'Allah, dira l'autre, pour faire un clin d'œil aux fidèles musulmans qui entament cette 13e journée de jeûne, 12 pour d'autres. C'était donc là les prévisions astrologiques pour vous aider à anticiper sur les bons actes, les bons réflexes et imaginations de ce mercredi 6 mai 2020. Sans transition, nous allons installer Abdoulaye Moumouni Yakoubou pendant une demi-heure environ. Avec ses invités, il aborde la question du lendemain sombre de la plupart des gloires sportives au Bénin et à quelques endroits aussi en Afrique. Causes et solutions pour y remédier, ils en parlent. Puis l'animation des aires de sport secondaires qui font fi des mesures de riposte contre la Covid-19. Un plateau débat de votre émission Nasouba du 23 avril dernier, à suivre donc en nouvelle diffusion. Ça se dispute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se dispute sur Nasouba. En compagnie de la régionale de l'ORTB, je reçois en conférence en ligne, bien sûr, Armel Dosukago de BB24 ORTB. Bonjour Armel. Bonjour, bonjour chers amis auditeurs. Bienvenue sur notre émission. Je crois que c'est pour la première fois que je participe à l'émission et je suis bien content d'être là. Merci bien Armel. Je reçois également
Aziz Alagbe du service de l'information de Radio Parakou. Bonjour Aziz. Abdoulaye, bonjour à tous les auditeurs et bienvenue surtout à Amel de Soukago qui pour la première fois, il disait tantôt, participe à cette émission. Oui, Armel qui a bien confirmé qu'il connaît bien l'émission matinale Nassouba sur Radio Parakou. Voilà. Tout à fait, je suis en train de l'émission. Voilà. Donc, nous parlons de la vie des gloires sportives de notre pays. Leur vie nous intéresse ce matin parce que nous avons constaté qu'il y a le plus souvent une triste fin pour ces gloires, même des sportifs qui ont fait la fierté de certaines localités de notre pays. Et quand vous regardez aujourd'hui la fin de leur carrière ou leur vie, le soir de leur vie, ce n'est pas souvent intéressant. Pourquoi la majorité a une fin de carrière difficile ou précaire, Armel? Il faut reconnaître qu'il y a deux choses. La première chose déjà, c'est les championnats sont restés toujours des championnats amateurs. Ça, oui. C'est le premier point. Malgré les investissements et les innovations. Oui, c'est amateur, c'est resté toujours amateur parce que nous avons passé une période, la période où M. Adjavon a voulu investir un peu dans le championnat. Nous avons voulu professionnaliser le championnat et jusqu'à présent, pas de professionnalisation du championnat. Mais nous n'avons pas encore atteint le niveau réel de professionnalisation. On n'a pas encore mis les intrants qu'il faut pour professionnaliser le championnat. Parce que lorsque le championnat est professionnalisé, les joueurs n'ont plus d'emploi, ne font plus d'autres choses, mais le salaire est conséquent. Et il y a toujours des agents, il y a des agents marketing, il y a plein de personnes. La carrière d'un joueur se gère aujourd'hui comme la carrière d'un artiste lorsque vous êtes dans un championnat professionnel. Et donc, nous n'avons pas encore atteint le niveau professionnel. Deuxième chose, c'est que le niveau de salaire des joueurs est un peu trop bas parce que on essaie d'avoir du gros salaire pour les joueurs parce que leur carrière ne fait que 10 ans, 15 ans ou plus. Et ce n'est pas comme un fonctionnaire qui peut faire 30 ans et donc qui a le temps de se réaliser et qui peut se reconvertir facilement parce que c'est un travail physique. Oui. Lorsque vous atteignez un certain âge, vous ne pouvez plus continuer à jouer. Et donc, la carrière est très limite. Le temps de carrière est très limite. Donc, il faut avoir de gros salaires. Or, ici, les gens n'ont pas de gros salaires. Moi, je me rappelle, j'étais supporter du Caïman du Sou à l'époque, en début des années 90. Les joueurs recevaient 1000 francs. Comme les joueurs n'avaient pas de salaire, ils recevaient 1000 francs comme prime de match. 1000 francs comme prime de match. Ils n'avaient pas de salaire. Mais aujourd'hui, les choses ont nettement évolué. Il y a des joueurs qui touchent dans le championnat qui vient de s'arrêter momentanément jusqu'à 250 000 francs CFA le mois. Vous convenez avec moi que quelqu'un qui doit faire que ça, qui n'a pas un autre emploi et qui a 200 000 francs, comme salaire dans un championnat qui tient à peine, vous convenez avec moi que c'est totalement insuffisant. 200 000 francs, si éventuellement vous n'avez pas d'autres contrats après, que vous sortez du pays, que vous devez compter sur ça jusqu'à la fin de votre carrière, c'est assez compliqué. Et pour rapidement chuter, pour avancer, vous donner la parole à Abdi. Oui. La dernière chose, c'est que s'il y avait la professionnalisation, en temps normal, il doit y avoir une structure pour passer à la reconversion des joueurs. Et aujourd'hui, vous convenez avec moi que dans les pays européens, il y a plein de choses qui font que les joueurs se reconvertissent aujourd'hui. Oui. Vous avez constaté par exemple que les commentateurs du match aujourd'hui, c'est le prix des journalistes. Oui, Amel, nous allons même y revenir sur les propositions. Nous allons y revenir. Aziz, on constate que ce n'est pas seulement au niveau du football, Aziz, au niveau de l'athlétisme, au niveau de la boxe, au niveau de plusieurs autres sports. Ces sportifs, lorsque vous regardez leur vie à la fin de leur carrière, franchement, ce n'est pas intéressant, Aziz. Oui, ce n'est pas intéressant, Abdoulaye, vous l'avez souligné, et c'est vraiment déplorable, il faut le dire. Et le constat est amer. Et je pense que nous ne sommes même pas encore au bout du tunnel. Et Amel le disait tantôt, il y a les choses qui commencent à s'améliorer, mais nous sommes loin, très très loin d'atteindre le top de l'amélioration à ce niveau-là. Aussi, nous parlons sport, mais prenons le monde artistique en général. Oui. Même les anciennes gloires au niveau de la musique, qui est devenu quoi? Et c'est des gens,
sinon ces sportifs ou bien ces musiciens, ces chanteurs, ce sont ces personnes-là qui se sacrifient pour le bien des autres, mais pour donner la joie au peuple. Hein. Exactement. Et au finish, ils finissent mal. Dans quel quartier à Djougou ou bien à Parakou ici, dans quel quartier, dans quel village il n'y a pas une équipe de football? Combien remonte? Si on fait le ratio, et si nous raisonnons, nous allons dire, mais il faudrait laisser tomber ce secteur-là. Un village compte par exemple 25 joueurs. C'est un exemple que je prends alors qu'il y en a plus. Dans les villes, dans les quartiers de ville, il y en a également. Mais ils évoluent pendant 10 ans. Mais aucun ne vient dans le secteur professionnel. C'est dans l'amateurisme, c'est des amateurs. On voit là, si on fait le ratio, que ça ne donne rien. C'est peut-être un seul joueur qui va se tirer du lot. Peut-être il viendra dans le championnat professionnel et il disparaît. Il joue même pas en équipe. Mais avec les classes sportives, peut-être quelque chose peut changer. J'en arrive. Ce que ça peut corriger au prime abord, c'est les talents qui étaient cachés. Mais le sujet du jour, ce n'est pas les talents. Est-ce que vous voyez? C'est surtout le suivi de carrière de ces jeunes talents qu'on est en train de détecter. Il y en a partout. Et si le suivi est bien fait, si les esprits sont clairs dans la sélection, dans l'accompagnement, s'il n'y a pas de régionalisme, s'il n'y a pas de la politique qui s'y mêle, peut-être que ça va changer. Mais nous n'en sommes qu'à la première étape, l'étape de la sélection. Nous les avons vus au niveau des différentes compétitions qui devraient confirmer le choix de ces talents-là au niveau des classes sportives et au niveau des associations sportives. Donc je pense que là, c'est parce que nous évoluons dans l'amateurisme, nous évoluons sans aucun suivi et nous évoluons sans avoir une idée. Mais Aziz, quand on prend par exemple le football, même les autres sports, c'est des industries. La gestion de carrière, le problème de gestion de carrière, est-ce que ce n'est pas parce que les sportifs même ne prennent pas au sérieux la gestion de leur carrière, parce que dans des pays sérieux en matière de sport, c'est confié à un agent et c'est le seul interlocuteur? Exactement, Abdoulaye, en 30 secondes. Le magazine Grand Format que vous avez suivi, il y a cet acteur-là qui, je ne voudrais pas dire qui divaguait, mais qui allait dans le sens du vent, mais qui a eu de la chance pour aller suivre une formation professionnelle. Ça, c'est une chance. Si ce n'était pas le cas, peut-être aujourd'hui, Raoul Zamba ne serait pas ce qu'il est. Est-ce que vous voyez? Ici, le secteur du sport n'a pas encore toutes ses composantes. Le joueur ne peut pas être sur le terrain et être en même temps son propre agent. Est-ce que les agents... Mais c'est ce qui se passe parfois. C'est ça que je dis. Les métiers autour du sport ne sont pas encore connus. C'est ensemble, c'est un mouvement d'ensemble. Le footballeur doit aller s'entraîner matin, midi, soir. Et il ne peut plus rien faire d'autre. Il faut qu'il y ait quelqu'un de professionnel, de bien formé pour le suivre. Est-ce que vous voyez? Je vous reviens, Aziz. Je vous reviens tout à l'heure. Je vous reviens, Aziz. Armel, la gestion de carrière, et pourquoi est-ce que cela ne prend pas? Est-ce que, comme Aziz le souligne, est-ce que c'est un problème de système, c'est un problème d'un certain nombre de dispositions qui ne sont pas aujourd'hui disponibles sur le terrain? Oui, comme vous le dites, le football n'est pas encore, ou le sport en général au Bénin n'est pas encore suffisamment encadré. Et nous n'avons pas encore les écrans qu'il faut, nous n'avons pas les têtes qu'il faut pour encadrer tout ça. Mais il faut aussi reconnaître que pour bien gérer la carrière, il faut bien que le joueur ait des moyens. Nous avons quand même évolué avec le financement des championnats. Le financement des championnats ne suffit pas. Ne suffit pas du tout. Voyez-vous, ce que nous mettons aujourd'hui dans le football est largement insuffisant pour avoir un sport de haut niveau. Et quand vous parlez de la gestion de carrière, pour que le joueur ait des chances autour de lui, pour qu'il puisse gérer sa carrière, parce qu'il ne peut pas être sur le terrain et être en train de gérer sa carrière lui-même, il faut bien que ce qu'il gagne suffise pour pouvoir payer sur ceux qui sont autour de lui. Celui qui gagne 200 000 francs, vous voulez qu'il paye combien à un manager ou à un agent de joueur pour pouvoir gérer sa carrière? C'est ça le problème. Et c'est pourquoi je dis, le problème se situe à plusieurs niveaux. Le problème se situe déjà au niveau de la professionnalisation du championnat, c'est-à-dire mettre les tests, mettre les dispositions qu'il faut pour avoir un championnat professionnel. Le problème se situe aussi au niveau du vie des joueurs, c'est-à-dire de 200 000 francs, ce n'est pas encore suffisant. Quand vous parlez de 200 000 francs. Il y a des joueurs qui touchent plus que ça, 300 000, 400 000, pourquoi pas? Non, mais attendez. Déjà, en début d'année, ils sont combien?
au début des années 90, déjà au Gabon, quand vous prenez un club comme Sokara ou bien Petrosport, c'est des clubs qui payaient déjà 500 000 francs à leurs joueurs. Régis Manon à l'époque devrait être à 500 000 francs ou bien plus moins de 1 million à l'époque. Aujourd'hui, quand vous allez en Angola, il y a des petits joueurs qui sont en handball, comme en basketball et même en football, des joueurs qui gagnent déjà 1 million. Donc c'est 200 000 francs, 300 000 francs. Pour un joueur professionnel, c'est pas un salaire, parce que n'oubliez pas que la carrière ne prend qu'en compte que 10 à 15 ans. Si vous devez réaliser, vous devez vous réaliser, alors que eux, ils sont pas dans des systèmes de passation du marché, ils sont pas dans le système d'à côté, ils sont pas dans le système de mission, ce n'est pas du tout évident. D'accord. Même, oui. Et même quand vous évoquez le cas de l'Europe, c'est récent, hein. Et le fait que les joueurs ont des carrières bien gérées, c'est récent. Les gros salaires ont commencé au niveau des années 98 au niveau des années, je crois, au niveau des années 96, avec les Galactiques et au Real Madrid, c'est avec la montée des droits d'auteur sur les télévisions, des droits télévisuels et tout ça, c'est ça qui a fait monter les salaires. Sinon, déjà, autour des débuts des années 90, les salaires n'étaient pas encore très élevés. Mais on est loin des droits télé dans nos pays, hein, les pays africains en général. C'est justement pourquoi je vous parlais d'intrants. On a toujours cru qu'en Afrique, il faut construire les stades, dès qu'on construit les stades, le sport, ça va bien. C'est faux. Je crois qu'on ne met pas encore suffisamment de moyens. Et tant que, si nous prenons le cas de notre pays, tant que le ministère des Sports doit être le ministère cadeau, c'est-à-dire le ministère qu'on remet soit à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Non, on ne peut pas le dire ainsi, hein, parce que on ne peut pas le dire ainsi, parce que vous savez, il travaille avec des techniciens. Je suis pas en train d'évoquer le cas du ministre qui est là actuellement. Mais je suis en train de parler d'un cas général. Parce que le ministre qui est là, généralement, quand nous sommes jeunes aujourd'hui, on s'y connaît un peu en termes de sport. Donc, je suppose que lui-même s'y connaît un peu. Mais avant ça, regardez un peu les ministres du sport que nous avons eus. Ce n'est pas généralement des gens qui s'y connaissent. Donc, il faut beaucoup d'ambition pour... Il faut beaucoup d'ambition, il faut mieux organiser. Aujourd'hui, en France, vous avez la Ligue professionnelle de football qui prend en charge la reconversion des joueurs. C'est-à-dire, dès que vous finissez, on commence à vous aider, si vous voulez, vous reconvertir, avoir des formations. Avant, par exemple, les entraîneurs n'étaient pas formés. Aujourd'hui, les entraîneurs sont formés et ont un diplôme. Et donc, les choses ont beaucoup changé de ce niveau-là. Et ce qu'on peut faire pour se reconvertir aujourd'hui, il y a une multitude de choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez être commentateur du match, vous pouvez être entraîneur, vous pouvez être agent de joueur. Voilà. Qui sont devenus des agents de joueurs. Quand vous prenez notre compatriote Tiafo Laurent, il s'est reconverti en tant qu'agent de joueur. Et donc, il y en a qui se reconvertissent en tant que joueur, il y en a qui se reconvertissent aussi opérateurs économiques, hommes d'affaires. Et c'est généralement ceux qui ont bien géré leur carrière. Mais dans ce lot-là, même en Europe, il y a des joueurs qui n'ont pas bien géré leur carrière. Quand vous prenez le célèbre Georges Best, les années 66, qui a remporté la Coupe du Monde avec l'Angleterre, il a mal géré sa carrière, il a fini totalement pauvre, malade et tout ça. Quand vous prenez Gascoigne est devenu ivrogne. Je ne sais pas là où il est maintenant aujourd'hui, mais Gascoigne, il a mal géré sa carrière, il est devenu pauvre, ivrogne. Et il y a plein de cas comme ça. D'accord. Alors, Aziz, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi voir le train de vie de certains sportifs quand on sait que dès qu'ils commencent par gagner gros, ils consacrent leur salaire à des plaisirs, excusez-moi le terme parfois inutiles, et au bout du rouleau, il n'y a pas beaucoup d'économies. Abdoulaye, nous vous suivons, Aziz. C'est là, je m'en vais directement prendre à contre-pied Amel, parce que pour ces cas européens qu'il a eu à citer, c'est des cas isolés. Si nous parlons de Gascoigne, nous savons ce que Gascoigne a été. Si nous parlons de Bert et autres, il y a plein de joueurs qui ont raté par manque de volonté ou certainement par inconscience, parce que là-bas, le système est bien huilé. Ici, en Afrique, c'est un engrenage, le sport, je disais tantôt. C'est un engrenage. Et quand un maillon lâche, et quand une pièce lâche, c'est que tout le système s'arrête ou le système ne peut même pas évoluer. Ça se comprend. Donc, si tous les métiers qui tournent autour du sport, si les sportifs eux-mêmes, vous avez évoqué un salaire et vous avez amélioré encore de 250 000, vous êtes allé jusqu'à 400 000, combien sont ces joueurs-là qui gagnent ces chiffres-là au Bénin? Je parle particulièrement du Bénin. Moi, je me suis amusé à parcourir des clubs. Je suis devant mon poste sur Internet. J'ai parcouru quelques clubs juste à côté ici, en Afrique du Sud et au Nigeria. Même des accompagnateurs gagnent plus que ce que vous avez énoncé. Moi, je ne connais pas le salaire des joueurs au Bénin. Un accompagnateur,
Oui, mais c'est sérieux. Ils gagnent déjà plus que ça. Oui, ils gagnent déjà plus que ce que vous avez évoqué comme chiffre. Amel faisait référence au cas de l'Angola et autres, où le sport est devenu aujourd'hui un métier. Ici, le sport, mais vous voyez nos parents, lorsque un enfant s'affirme à devenir sportif, si ce n'est pas le football, tout ce qui... C'est maintenant que le football aussi a même commencé à apprendre. Sinon, on dit, mais non, c'est de la voie écrasée. C'est de la voie écrasée. Donc, je disais tantôt que le système, c'est comme une pièce d'or dans une motte de terre en Afrique. On a peur de casser la motte de terre pour sortir la pièce d'or. Alors, si on ne casse pas la motte de terre, l'or va rester là jusqu'au moment où celui qui aura le courage viendra casser la motte de terre. Ici, tout ce qui tourne autour du sport, le sport, ce n'est pas seulement les stades. Le sport, ce n'est pas seulement avoir un ballon et des crampons. Parce que celui qui veut appuyer maintenant le sport, c'est que bon, je fais un don de 3 ballons avec 24 maillots, ce qui se retrouve partout. Mais ça, ce n'est pas encore ça, appuyer le sport. Il faut former aussi les joueurs de façon professionnelle. Il faut ouvrir le système. Il ne faudrait pas que ça soit un cercle qui tourne seulement autour du président du club. Le président du club qui, peut-être même avec ses biens personnels et le revenu et autres, et les subventions du club sont déjà confondues. C'est là le problème. Donc il faut une autonomie et une indépendance financière du club. Mais une certaine situation de création de plus-value, de revenus. D'accord. Et sans ça, les joueurs ne peuvent pas être à l'aise. Et si vous n'avez pas été à l'aise lorsque vous êtes en train de travailler, lorsque le travail finit, vous ne serez pas à l'aise. Ça, là, c'est clair. Vous serez malheureux. Oui, Armel, la reconversion des gloires des sportifs, est-ce la solution et comment cela va se faire en quelques secondes avant qu'on échange de sujet? Oui, et d'abord je veux dire, en fait, les cas que je disais, c'est des cas au passé où le système de gestion de carrière n'était pas encore aussi performant. Aujourd'hui, de plus en plus, on n'a plus trop ça en Europe, même s'il y a toujours des cas. C'est des cas qui ne sont pas forcément dus directement au football. C'est peut-être des trucs de contrat mal ficelé où après ça retombe sur vous, vous payez une grosse amende, oui. Ou les cas de divorce et plein de choses. Bon. Mais là, pour revenir aux solutions, je crois que là où nous en sommes, c'est 2 choses. La première étape, il faudrait que la fédération de football, pour ce qui concerne le football, ou le ministère des Sports, global, pour ce qui concerne globalement le sport bénin, essaie de réaménager encore quelque peu l'organisation du sport. Pour que, à la fin, tous ceux qui ont été licenciés puissent être pris en compte systématiquement d'une manière ou d'une autre, pour leur reconversion, pour toutes choses. Oui. Que ce soit pour apprendre parce qu'il y a l'andragogie, c'est la formation de grandes personnes, pour que soit ils soient pris en compte pour des formations s'ils ne sont pas formés, soit on leur donne du capital pour essayer de s'installer ou essayer de les intégrer dans des structures d'organisation du sport et tout ça. Il faudrait qu'on puisse déjà arriver à ça. Ça, c'est le minimum. Et que l'État puisse mettre un système de suivi social, de santé, de mutuelle santé, un truc dans le genre où on fait les activités quand ils sont souffrants et tout ça. Il faudrait que l'État essaie de résoudre ce problème d'abord. Est-ce que les clubs ne peuvent pas instituer une assurance pour les joueurs en pleine carrière? Non, il faut qu'on arrive à avoir une sorte d'assurance maladie ou assurance santé spécifique pour tous ceux qui sont déjà licenciés. Les clubs n'ont pas encore ces moyens-là. Maintenant, la deuxième étape, la première étape, c'est que l'État essaie d'organiser les choses autrement pour qu'on puisse les prendre en charge systématiquement. Tous ceux qui ont déjà une licence, qu'on puisse les suivre et les prendre en charge systématiquement. Dès que vous êtes à la fin de votre carrière, on essaie de voir qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, comment est-ce qu'on peut vous aider. Parce que les licenciés que nous avons, dans tout ça du sport, je ne pense pas qu'ils soient aussi nombreux qu'on ne puisse pas suivre. La deuxième chose... Oui, alors très rapidement, parce que je n'ai que 4 minutes. Il faut pouvoir aider les clubs à avoir un projet de société, un projet de gestion. Je ne parle pas de projet, un projet de gestion. Ailleurs, les clubs font beaucoup de choses pour rentabiliser le club. Vendre des t-shirts, vendre du ci, vendre des vendre de maillots. Vendre des maillots. Il faut que le club, qu'on arrive à avoir des clubs qui est. Parce que les subventions dont vous parlez là, l'État ne peut jamais subventionner le sport au point où on peut avoir des clubs performants et des clubs qui aient véritablement du moyen. L'État ne peut pas faire ça. Oui. Il faut avoir des clubs
des COM qui est des véritables projets de gestion qui deviennent véritablement des sociétés commerciales, si vous voulez. D'accord. Je n'arrive pas vraiment trouver le terme. Oui, voilà. Justement, et par rapport, on va changer très rapidement de thème. Je suis déjà à 3 minutes de la fin de l'émission, mais ce sujet m'intéresse bien, Armel. Nous constatons que malgré l'interdiction des attroupements au niveau des différentes villes du Bénin, des différentes communes, au niveau du sport, ça ne prend pas. Ici à Parakou, il y a des terrains secondaires qui sont créés après la fermeture du stade municipal. Ces terrains secondaires, il y a beaucoup de joueurs qui fréquentent ces terrains de football sablonneux. Alors, est-ce que cela se passe également à Cotonou et dans les environs? Je n'ai pas constaté une telle chose. Ça va être les petits camps dans les quartiers, par exemple à Cotonou ou à Calavi. Non, je ne crois pas. À Cotonou, non. Je n'ai pas vu ça. Mais en tant qu'acteur qui s'intéresse au sport, est-ce qu'il ne serait pas bien qu'il procède au sport individuel en ce moment de prévention du Covid-19? Oui, mais je ne suis pas choqué par ce genre. Je ne suis souvent pas choqué par ce genre de choses. Et je vais vous dire pourquoi. Ce qu'on appelle peuple ou population ne peut pas être contexte. C'est-à-dire, lorsque vous prenez un peuple, vous ne pouvez pas dire que dès qu'on dit taxe, tout le monde respecte. Même les pays qu'on a toujours vendus comme des pays disciplinés, c'est pas évident que ça se fasse comme ça. Oui, c'est pourquoi il y a même des amendes que les gens payent parce que beaucoup ne respectent pas les mesures. Voilà. Et donc, c'est aux gouvernants de pouvoir prendre ces choses en charge. Mais les gouvernants ne peuvent pas le faire sans nos autres citoyens parce que, à part ceux qui sont en train de faire ce genre de choses, il y a les autres qui doivent faire ça et qui savent que c'est interdit. C'est à eux d'attirer l'attention des gouvernants là-dessus, des résultats des autorités pour dire mais telle chose se passe dans tel quartier et aller voir. Il faudrait que nous ayons ce sens de discipline. Ce n'est pas seulement ne pas commettre l'acte, mais il faut pouvoir informer les autorités, pouvoir collaborer pour permettre à ces autorités de pouvoir faire respecter les choses parce que vous savez que nous avons des États qui sont du point de vue moyen assez fragiles et qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir suivre tout le monde. Et donc, c'est à nous même de jouer ce rôle-là. D'accord. Et donc, la responsabilité, c'est déjà nous autres citoyens, pas seulement ceux qui sont en train de faire ça, mais nous autres, parce qu'il ne faut pas vous attendre à ce que, lorsque vous plaignez un peu, que tout le monde soit discipliné. C'est impossible. Donc, ok, c'est une analyse véritablement sociologique, Armel. Aziz, est-ce que c'est le même constat dans votre quartier, dans les environs? Est-ce que les enfants continuent par jouer en groupe et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, Abdoulaye, je ne voudrais pas faire de la stigmatisation, mais vous savez, le sport, pour un sportif, rester confiné, c'est la plus grande des punitions. C'est comme il est en prison. Quand on parle de football, c'est pire. D'accord. On constate un peu partout. Ça m'étonne que Amel ne constate pas ceci au niveau méridional de notre pays. Ici, à Parakou, c'est presque tous les terrains secondaires sont en train de vivre. C'est un peu inquiétant parce que le football, c'est un sport de contact et c'est le contact qu'on refuse en ce qui concerne le Covid-19. On transpire, on respire, on inspire, on expire assez fort et c'est à ciel ouvert. Et quand on marque des buts, on s'embrasse. Oui, bien sûr. Quand on marque, il y a le contact permanent dans le football. On peut le faire autrement, et comme vous l'avez souligné, c'est le sport individuel. Mais ici, il faut indexer ceux qui voient ici, qui se taisent, parce que de là aussi, la propagation peut partir. On ne peut pas dire, de l'autre côté, on arrête, et on laisse ces individus-là continuer allègrement, parce que je dis allègrement, chaque jour, ils se retrouvent, et les matins et les soirs. D'autres même en après-midi ou en plein milieu du jour. Donc ici, il faudrait que les autorités interviennent pour attirer l'attention là-dessus. On peut faire le sport, mais en respectant la distanciation. Merci Aziz, je n'ai plus du temps. Je voudrais juste préciser quelque chose par rapport à l'intervention d'Aziz. En 10 secondes. Oui, Aziz, nous, on se retrouve dans cette zone-là, on se retrouve à l'intérieur du cordon sanitaire. Et donc, les dispositions sont un peu plus strictes qu'en dehors du cordon sanitaire. D'accord, certainement, nous allons y revenir. C'est un sujet intéressant. Nous allons y revenir dans un autre numéro. Amel Dossoukago de BB24 ORTB, merci pour votre participation. Merci à vous, Aziz Alagbe, pour votre intervention ce matin. Merci Abdoulaye, merci à tous les auditeurs et bien bonjour à Amel. Le bonheur. Merci Armel et bonne journée à Cotonou ou à Calavi.
Merci. Merci. D'accord. Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. C'est Emmanuel Kant qui le dit. Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. Bonne méditation à vous. Bien merci également à vous Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Mesdames et messieurs, encore quelques minutes pour boucler ce numéro spécial de Nassouba, et numéro spécial, je le dis, parce que c'est un nouveau format que vous connaissez. Il y a de ces rubriques-là qui ont disparu, opinion notamment, et là, pour faire un clin d'œil à tous les fidèles de cette émission dans la commune de Tchaorou, dans la commune de Kandi, dans la Liborie, à Djougou de l'autre côté, à Kwandé également, puisque vous nous appelez de partout, à tous ces fidèles qui adorent cette rubrique-là de Nassouba, qui revient bientôt, d'ici une semaine encore, en tout cas, quelques jours, le temps que va durer la campagne électorale. Nous allons nous écouter un petit bout du Konkoma. Le Konkoma, vous le connaissez bien sûr, c'est un genre musical local, une musique traditionnelle d'inspiration moderne, je vais dire, et nous allons inviter l'orchestre de Marigourou, bien sûr, Marigo, qui nous chante Paracommando pour faire hommage, pour présenter aussi civilité à ce corps de défense et de sécurité, aux forces armées béninoises également, Paracommando, avec la permission de Didier Aena de l'autre côté.
Voilà, mesdames et messieurs, nous étions à Ndali, la commune de Ndali, précisément à Marégourou, avec l'orchestre de cette localité qui rendait hommage au paracommando et qui invitait les forces de défense et de sécurité au patriotisme, à la citoyenneté, aussi à la patience. La patience surtout pour la gestion des questions de défense et de sécurité, et c'est du cocoma, un rythme local. Et 7h55, heure à laquelle nous allons prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci pour cette attention particulière. Didier Aina était à l'exercice technique, Herman Botonou à la mise en onde de YouTube de cette émission. Aziz Alagoué, j'étais avec vous depuis 7h. Lucien Sotondi à la supervision générale. Mesdames et messieurs, je vous retrouve demain pour un autre numéro de Nasouba. Droba kerane, mena ma proba kerane, me droba kerane, mena ma proba kerane, gusono via beka, mena ma tomba babewe. No we are back. Mema tomba babewe. Ibu krokon ruswa. Ika binete nene. Ibu krokon ruswa. Ika binete nene.